Salut à tous, comment ça va? Je vous souhaite la bienvenue dans la 20e déjà de ce format Dinomitsu, le fameux format où je réponds à toutes vos questions. Quel plaisir quel plaisir c'est pour moi. Déjà 20 épisodes, c'est fou hein, je te dis à chaque fois, je le sais. Mais ça me fait tellement plaisir que ce format fonctionne toujours autant. Je sais qu'il y a des gens qui attendent toujours leur petit Dinomitsu. Donc déjà merci à tous d'être là. Et donc pour cet épisode assez exceptionnel, eh bien écoutez, je suis revenu dans mon quartier de cœur, Shibuya, pour vous présenter un nouvel endroit qui est ouvert assez récemment. Il a ouvert à peine cet été. C'est le Sakura Stage. C'est une espèce de, si vous voulez, mini-cité à l'intérieur de Shibuya. Donc on y retrouve forcément un mall avec plein de magasins, plein de restaurants, etc. Et à l'intérieur vous allez retrouver également des médecins, des hôpitaux, vous allez retrouver un endroit pour les enfants, etc. Enfin voilà, vous pouvez trouver vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans ces quelques kilomètres là autour de moi. C'est assez excitant, je vous avoue, je suis assez content de voir l'évolution de Shibuya. Ça a énormément changé depuis que j'habite ici, mais j'adore voir ce que devient Shibuya. Je trouve que le maire de Shibuya, il a vraiment une vision très concrète de ce qu'il a envie de faire du quartier, de la ville, et personnellement je suis assez en accord avec lui. Ceci étant dit, écoutez, trêve de blabla, je vous laisse comme d'habitude vous préparer votre petit café des familles. Bienvenue dans ce Dinomitsu numéro 20. C'est parti. Ce qui est particulièrement cool dans ce genre d'endroit, c'est qu'il y a plein de petits spots comme ça pour pouvoir travailler. Moi souvent ce que je fais, c'est que j'ai ma petite tablette pour travailler, pour écrire des scripts, etc. Et ça me permet en même temps de pouvoir vous présenter le sponsor de cette vidéo qui m'est extrêmement utile, je pense que vous vous en doutez, NordVPN. Alors bon, NordVPN, maintenant je pense que vous commencez à bien les connaître, hein, c'est le VPN le plus rapide du marché, rien que ça. Et c'est vraiment, comme j'aime l'appeler, un couteau suisse internet, c'est-à-dire que ça vous permet de faire énormément de choses. Déjà, l'une des premières, écoutez, c'est l'aspect sécurité, parce que quand vous venez dans ce genre d'endroit, le Wi-Fi public, c'est pas forcément très sécurisé, je pense que vous commencez à le savoir. Et donc NordVPN, il vous permet, grâce à son tunnel de données chiffrées, de sécuriser votre connexion, et donc ça vous évite de potentiellement vous faire pirater vos données. Mais au niveau de la protection, NordVPN, ça fait longtemps qu'ils ont été beaucoup plus loin que ça, et là récemment, ils ont amélioré leur option protection anti-menace avec la protection anti-menace pro qui vous protège contre les malwares, contre les sites un peu frauduleux, ça vous protège même des cookies qui récupèrent vos données. Il y a même une option où NordVPN va traquer sur le dark web s'il n'y a pas certaines de vos informations qui ont fuité, comme des mots de passe de certaines de vos messageries, etc. Donc vraiment cette version pro de la protection anti-menace, c'est votre meilleur outil pour vous protéger sur internet. Et à côté de ça, bien sûr, qui dit 6400 serveurs dans le monde, dit que vous pouvez vous connecter à n'importe quel pays et donc bénéficier des différents catalogues de streaming par exemple. Donc vous avez littéralement accès aux films, séries, animés qui sont pas disponibles dans votre pays à vous. Et moi personnellement je m'en sers beaucoup aussi quand je fais des recherches parce qu'il y a des sites qui sont géobloqués en fonction de là où tu te situes dans le monde. Et donc moi ça me permet d'aller au-delà de ça et d'avoir accès littéralement à tous les sites à travers le monde dont j'ai besoin pour faire mes recherches ou travailler. Donc si jamais vous aussi vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous décrire, écoutez, je vous conseille sincèrement NordVPN, c'est vraiment un super outil que moi j'utilise depuis déjà plusieurs années. Et d'ailleurs en passant par mon petit lien dans la description ou en utilisant mon code MITSU, vous aurez droit à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus 4 mois gratuits uniquement en passant par mon petit lien. Et c'est comme d'habitude satisfait, remboursé pendant 30 jours. N'hésitez surtout pas à aller tester tout ça. Ceci étant dit, écoutez encore une fois un immense merci à NordVPN pour sponsoriser notre toute petite chaîne. Et nous, on retourne dans la vidéo. Et donc écoutez, pour commencer ce Dinomitsu, je me suis installé ici, c'est un endroit qui s'appelle le Café 404. Alors je pense que les érudits d'informatique comprennent la référence. Et en fait c'est un endroit qui est vachement sympa, j'ai découvert ça assez récemment. C'est un spot en fait à l'intérieur du Sakura Stage dans lequel vous pouvez venir travailler, vous pouvez venir jouer, il y a des jeux vidéo à disposition. C'est vraiment un endroit qui est fait spécialement un peu pour ce que nous on appellerait les geeks en fait. T'as des créateurs de jeux vidéo qui viennent ici pour travailler, pour se réunir, pour discuter. T'as même, je sais que souvent les gens ils me posent la question, ils me demandent si les Japonais ils aiment bien tout ce qui est jeux de société. Écoutez, oui, on a même ici des jeux de société qui sont à disposition. D'ailleurs je vois là il y a des petits jeunes qui sont venus ici pour jouer juste à côté de moi. Et donc voilà, c'est vraiment le genre d'endroit que moi personnellement j'aime beaucoup. C'est des endroits qui sont très sympas, très calmes. Pour venir travailler, c'est vraiment parfait. Et donc écoutez, moi c'est ici que, avec mon petit café des familles, je vais commencer à répondre à toutes vos questions. Et donc pour commencer, écoutez, cette 20e édition du Dinomitsu, on a une question qui nous vient de Level Up Japan Noctis Ray. Bonjour Mitsu, je compte faire mon premier voyage au Japon cet hiver et je voudrais savoir, est-ce que ton premier voyage t'a fait changer dans le positif pour devenir un autre homme différent de ce que tu étais en France? Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Plus tard, je compte vivre au Japon pour un projet à long terme. Je serai de nouveau abonné à ta nouvelle chaîne YouTube. Eh bien écoute, Notice Ray, merci beaucoup déjà, ça fait extrêmement plaisir. Et donc pour répondre à ta question, est-ce que je pense avoir changé en venant au Japon? Oui.
c'est sûr que oui, forcément. Est-ce que je suis devenu une meilleure personne? Je pense aussi, même si je pense pas forcément avoir été une très mauvaise personne quand j'étais en France. Déjà, une des premières choses qui a beaucoup changé, c'est le fait que j'ai toujours été quelqu'un de très timide, très renfermé. Je suis quelqu'un de très introverti en réalité. A contrario de ce qu'on pourrait penser quand on pense au Japon, c'est un petit peu le Japon qui m'a permis de sortir de ça et de me laisser un petit peu plus aller, de plus sortir, aller vers les autres, de plus m'extravertir en quelque sorte. Mes premières grosses soirées, mes premiers moments où je me suis vraiment laissé aller, etc. dans ma jeunesse, bah, c'était au Japon, ça n'a pas été en France, bizarrement. Peut-être aussi parce qu'on en a parlé récemment sur la chaîne de Fanny, le Japon laisse plus de place aux personnes justement introverties. On ressent beaucoup moins cette pression sociale quand on est introverti. Je pense qu'il y a un petit peu de ça et le fait aussi de me sentir compris par les gens autour de moi, le fait de me sentir dans un environnement qui me plaisait, où je me reconnaissais, bah ça a fait que ouais, j'ai pu vraiment me laisser aller et ça je pense que c'est peut-être ce qui m'a le plus fait évoluer quand je suis arrivé au Japon. Et ensuite dans le côté est-ce que j'ai évolué en devenant une bonne personne, le Japon, on en parle très souvent, donc je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. C'est un pays où vraiment, là où en France, on attend le respect de la part des gens, le Japon, c'est un pays où on respecte les gens. Et c'est une nuance qui a l'air rien comme ça, mais c'est une nuance qui est super importante. C'est-à-dire que nous, en France, on va vraiment attendre à ce que les gens ils nous respectent forcément, quitte à se confronter, quitte à être en mode oh là là, oh tu me respectes pas, tu vois. Alors qu'au Japon, il n'y a pas cette friction. Toi d'abord, dans un premier temps, tu fais en sorte de respecter les gens autour de toi, etc. Et c'est de ce respect-là que le respect des autres va venir vers toi. C'est une espèce d'entraide en fait. Si toi tu respectes les gens et que tu sais que les gens respectent les gens, et ben en fait tout le monde se respecte et ça marche très bien comme ça. Et cette notion-là, c'est pas que je l'avais pas quand j'étais en France, mais je pense que je l'ai d'autant plus assimilé en venant au Japon. J'arrive un petit peu plus à regarder ce qui se passe autour de moi, à faire en sorte de pas déranger les gens, à faire en sorte d'être empathique. Je suis très empathique de base, mais je pense que je suis devenu d'autant plus empathique en vivant ici, parce qu'on est dans une société qui prône un peu l'empathie. Je pense que ouais, à ce niveau-là, le Japon, il m'a quand même beaucoup changé. J'en reste pas moins Mitsu, mais ouais, je sens quand même qu'il y a eu un avant-après ma venue au Japon. Personnellement, c'est plutôt un changement positif. Donc voilà. Alors avant de terminer sur cette question, j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que là ce dont je vous parle, c'est vraiment quelque chose de totalement personnel. Je pense pas que tout le monde aura forcément le même ni vécu, ni la même expérience, ni le même changement par exemple en venant au Japon. Parce que typiquement ce changement-là, il va aussi dépendre de l'intention avec laquelle tu viens. C'est-à-dire que si tu viens au Japon vraiment pour essayer d'assimiler la culture, pour essayer de t'intégrer, etc., le fait d'essayer de faire tout ça, c'est ça qui va avoir un impact sur qui tu es. Parce que tu vas aller vers de nouvelles choses, aller vers une nouvelle culture, aller vers une nouvelle manière de réfléchir, de penser, de regarder le monde autour de toi. Mais si par contre tu viens au Japon vraiment juste pour dire j'aime bien le Japon, j'ai envie de kiffer un petit peu, mais que t'as pas spécialement envie de changer profondément parce que tu te sens bien en tant que Français ou en tant que peu importe d'où tu viens, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais par contre le changement il sera beaucoup plus minime je pense, parce que t'auras pas l'intention de base de potentiellement acquérir une nouvelle culture, un nouvel état d'esprit. Donc voilà, je pense vraiment ça c'est peut-être le point le plus important. Moi j'avais envie de grandir, de changer, d'évoluer en venant au Japon, et c'est ça qui m'a permis de grandir, changer, évoluer. Ce sera pas forcément le cas de tout le monde, ça va vraiment dépendre des gens, mais donc voilà. C'était un petit peu fouillis, comme d'habitude, mais écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Prochaine question, c'est une question qui nous vient de Gumiho-sama, qu'on connaît bien. On t'a souvent sur la chaîne dans les questions, c'est que tu poses aussi des bonnes questions. Salut Mitsu, quels sont les 3 premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui vient au Japon pour un voyage et ou pour y vivre? Merci pour tes vidéos, je te souhaite plein de succès dans tous tes projets. Et écoute déjà, Gumiho, merci beaucoup, c'est adorable. Une des premières choses que je conseille souvent aux gens, c'est de s'entourer de locaux. Alors ça, j'en ai déjà parlé. C'est vrai que quand tu arrives dans un pays étranger, un pays comme ça qui est très différent de ton pays à toi, le fait d'avoir des gens soit de ton ethnie ou soit des gens comme toi, un peu des gens occidentaux, des gens qui ont une culture assez proche de la tienne, c'est rassurant de s'entourer de ce genre de gens-là parce que tu sais que tu as une échappatoire, un endroit où tu peux prendre prise si à un moment vraiment tu reconnais rien et t'as un petit peu de mal, etc. Avoir des gens avec qui tu peux parler la même langue, connecter au niveau culturel, des gens avec qui tu as les mêmes valeurs, c'est vrai que c'est rassurant, je pense, mais malheureusement c'est aussi ça qui va t'empêcher d'évoluer dans la phase d'intégration au Japon en fait. Et c'est à ce niveau-là où je pense vraiment que s'entourer trop d'étrangers, c'est très bizarre dit comme ça, je sais. C'est un peu des bâtons que tu te mets toi-même dans les roues et c'est un petit peu dommage, je trouve. Et je dis pas de ne pas se faire d'amis étrangers, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais bien sûr vous avez le droit d'en avoir, mais essayez au maximum de vous entourer de locaux. Par exemple, en allant dans un premier temps dans une guest house, une guest house ça va vous permettre potentiellement par exemple de vous faire des amis japonais avec qui vous allez pouvoir commencer à aller manger, à sortir, à discuter, etc. Essayez aussi peut-être de sortir dans des endroits où il y a des japonais, de pas sortir que entre étrangers, etc. Vraiment faire cette démarche-là, c'est vraiment vous aider
aider à approcher de beaucoup plus près la façon de vivre au Japon, la véritable culture japonaise. Et ça, je pense que les gens minimisent l'impact de cette chose-là. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est ultra important. Moi, quand je suis venu au Japon, j'avais pas d'amis français. J'en avais aucun. J'avais que des amis japonais autour de moi. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir très très rapidement m'intégrer, évoluer, apprendre de nouvelles choses et réussir à avoir une vie de japonais, tout simplement. Pendant longtemps, j'ai pas eu l'impression d'être un gaijin parce que je faisais en sorte de ne pas l'être aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, vraiment s'entourer de locaux. Pour moi, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, deuxième conseil, c'est un peu dans la même veine, mais vous allez voir qu'il y a une petite nuance, c'est oublier l'anglais. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui parlent très très bien anglais. C'est cool, franchement, félicitations. Moi, je parlais pas anglais avant de venir ici. Et le truc, c'est que si vous arrivez en parlant déjà bien anglais au Japon, l'anglais va devenir une porte d'issue. En fait, ça va devenir une échappatoire pour vous. Et donc, à chaque fois que vous allez devoir faire un effort, qui est justement l'effort nécessaire pour progresser dans la langue, eh ben, vous allez pas le faire cet effort parce que vous allez switcher sur l'anglais et à la fin, vous allez jamais apprendre vraiment le japonais. Donc pour moi vraiment c'est super important d'essayer de mettre l'anglais de côté, au moins quand vous parlez avec des japonais, et d'essayer au maximum jusqu'au moment de rupture où vous sentez que là vous pourrez vraiment plus aller plus loin, essayez au maximum de parler japonais. Et vraiment vous allez voir qu'en l'espace d'à peine quelques mois, vous me remercierez. Parce que vous allez progresser à une vitesse exponentielle. Et ensuite, troisième point du conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement un point dont j'ai parlé dans ma toute première vidéo de cette année, c'est le fait de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir aux expériences. C'est-à-dire que forcément, quand on vit dans un prisme culturel qui est le prisme de notre culture à nous, il y a certaines expériences, certaines choses qui nous paraissent un peu bizarres et c'est des choses qu'on ne va pas oser. Par exemple, un truc bête, quand vous allez aller en Corée, s'il y a des gens qui vont en Corée parmi vous, c'est pas déconnant de manger des insectes par exemple. C'est quelque chose qui se fait assez souvent quand vous allez dans des petits quartiers avec de la street food, etc. Vous allez voir des petites mamies qui font griller qu'on appelle ça des punaises et qui les vendent dans des petits gobelets comme ça, comme des snacks. Tu te dis waouh, what the fuck, qu'est-ce que c'est? Je vais pas manger une punaise, c'est bizarre. Mais en faisant ça, tu te prives en fait d'une expérience. Je vous dis pas d'aller manger des punaises forcément, ou des criquets ou quoi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses en venant au Japon qui peuvent parfois vous paraître bizarres, qui peuvent vous faire vous dire waouh, je sais pas trop si j'ai envie de tenter ça et tout. Sauf que pareil, en fait, en faisant ça, vous vous privez quelque part de potentiellement avoir accès à une expérience culturelle assez forte, une expérience culturelle qui va vous rapprocher du pays dans lequel vous êtes. Et moi, je trouve que c'est vachement important en fait pour vraiment comprendre le lieu dans lequel vous vivez, comprendre vraiment le contexte dans lequel vivent les Japonais, comprendre un peu plus la manière de réfléchir des Japonais. Pareil, je pense vraiment que c'est un point qui est assez minimisé par certains, alors que c'est un point qui est extrêmement important. Et si vous suivez du coup les 3 petits conseils que je vous ai donnés, je pense vraiment que là vous allez pouvoir découvrir un Japon qui n'est visible que par les locaux, qui n'est visible que par les gens qui vivent ici. Là vraiment, je pense que vous allez surkiffer soit votre voyage, soit votre nouvelle vie au Japon. Donc voilà, je suis désolé, c'était un petit peu long. J'espère vraiment que malgré le fait que c'était un peu fouillis, ça a pu vous aider. Mais donc voilà, personnellement, c'était mes 3 petits conseils que je pouvais vous donner. Et Gumiho-sama, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et donc écoutez, prochaine question, on passe cette fois-ci à MJ qui nous dit oui, une nouvelle abo. Alors merci beaucoup, je l'ai pas précisé, d'ailleurs je voulais le préciser dans l'intro de la vidéo, j'ai totalement oublié. J'ai ouvert une nouvelle chaîne, voilà, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Mit-chan. Il y a le lien dans ma description, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui va être beaucoup plus chill, c'est une chaîne sur laquelle je vais pouvoir vous parler de beaucoup plus de choses, pouvoir vous sortir des vidéos un peu en dehors en fait du format YouTube habituel. Donc voilà, le lien est dans la description, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner et la première vidéo de la chaîne va arriver là très bientôt. Mais donc je suis désolé, je reviens donc à la question d'MJ. Dis-nous Mitsu, comment ça se passe quand tu as les cheveux bouclés au Japon? Pour les salons, les produits et surtout, est-ce que les Japonais aiment les cheveux bouclés? Eh bien écoute, tu parles à quelqu'un qui est concerné, comme tu peux le voir, voilà, j'ai mes petites bouclettes. Alors la batterie a coupé, du coup j'ai dû redémarrer la caméra, désolé. Donc oui, je disais, bon alors je me sens personnellement concerné parce qu'effectivement moi aussi j'ai les cheveux qui frisent, j'ai les cheveux bouclés. Et donc comment ça se passe au Japon? Alors il faut faire vraiment attention à une chose parce que moi je me suis fait avoir au tout début quand je suis arrivé ici, c'est que on vient d'un pays, donc pour moi c'est bon la France, ma maman est coiffeuse, j'ai vécu dans un pays où avoir les cheveux comme ça c'est normal. Les coiffeurs, les coiffeuses sont habitués à coiffer des cheveux frisés et donc ils savent comment s'y prendre. Le problème étant que au Japon c'est très rare. Et donc les Japonais, beaucoup de Japonais de coiffeurs, de coiffeuses ne savent pas vraiment comment couper des cheveux comme ça, pas dans le sens où ils arriveront pas à les couper, mais dans le sens où il y a une manière, si vous voulez, de couper des cheveux frisés ou non. Par exemple, si jamais t'es files un peu trop les pointes, quand t'as les cheveux frisés, tes cheveux ils partent dans tous les sens. Et donc moi, vraiment, les premiers coiffeurs que j'ai été voir, ils savaient pas couper des cheveux d'étrangers, mais moi je le savais pas en fait. Ce qui fait que la première fois que je suis sorti de chez le coiffeur, ah mais l'horreur, je ressemblais à rien du tout. Je pense que je dois avoir une photo de l'époque où le mec il avait tellement effilé de partout, j'avais les cheveux qui ont surbouclé derrière et vraiment j'avais une espèce de coupe afro.
horrible, dégueulasse. Donc ouais, très compliqué, je vous avoue. À ce moment-là, j'avais honte, j'ai dû mettre des chapeaux et tout, tellement je me reconnaissais pas et j'aimais pas du tout cette nouvelle coiffure. Faites bien attention de trouver, ça existe, des coiffeurs connaisseurs en fait dans le cheveu étranger. Donc si vous allez du côté de Harajuku, Omotesando, il y a pas mal de coiffeurs qui sont habitués à couper des cheveux justement pour personnes avec des cheveux étrangers. Je pense que c'est vers eux qu'il faudrait que vous vous tourniez pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Sinon, pour le reste de la question qui est est-ce que ça plaît ou non aux Japonais, ben écoute, plutôt oui. Ils sont tellement habitués à avoir des cheveux qui au naturel sont tout droits en fait, tout lisses. Dès que t'as des cheveux naturels qui déjà ne sont pas noirs et qui en plus sont bah voilà un petit peu bouclés, un petit peu ondulés, frisés, ben les Japonais aiment beaucoup. Ouais, c'est même pas rare qu'ils arrivent pour essayer de vous les toucher tellement pour eux ça paraît bizarre. Je sais que moi souvent ça m'est arrivé qu'on me dise ouais j'aime bien tes cheveux même si moi je supporte pas parce qu'ils partent dans tous les sens. Mais écoutez, les Japonais aiment bien, c'est le principal. Puis aujourd'hui j'ai ma femme qui aime bien aussi, donc écoutez, moi ça va. Mais donc voilà pour cette question des cheveux, MJ, écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ceci étant dit, on arrive donc sur la dernière question avant qu'on change d'endroit. C'est une question qui nous vient de Jean de Carouge. Salut Mitsu, j'imagine qu'en 13 ans, Tokyo, et même le Japon en général, a dû bien changer. Si à l'époque de ton départ, tu étais arrivé dans le Tokyo tel que tu le connais aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton parcours et tes mésaventures auraient été différentes? Mais écoute, je trouve que c'est une excellente question, parce que effectivement, comme tu le dis, le Japon a énormément changé dans plein de domaines, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit au niveau architectural. Je me suis un peu posé cette question moi aussi, je me suis dit si là j'arrivais en 2024, un peu comme je suis arrivé à l'époque, c'est-à-dire paumé avec juste une guitare, un paquet de clopes et des rêves plein la tête, est-ce que je m'en sortirais aussi bien? Est-ce que j'arriverais à faire tout ce que j'ai fait? Est-ce que certaines galères que j'ai eues, je pourrais les éviter? Et je pense que la réponse c'est que oui, effectivement, je pense que mon parcours aurait été complètement différent. Déjà, il y a une chose que je dis assez souvent, c'est que mon parcours il est assez lié au final aux différents événements qui ont eu lieu quand je suis arrivé, que ce soit le tremblement de terre, le tsunami, Fukushima, le fait que je me retrouve sans argent, que je finisse à la rue, etc. C'est tout un tas de choses qui, mis bout à bout, ont créé une espèce de contingence qui a fait que ça m'a amené en fait à avoir la vie que j'ai vécue. Donc déjà, le simple fait de venir à un autre moment que le jour du tremblement de terre, j'aurais déjà vu une vie totalement différente. Et c'est fou d'ailleurs quand il pense, mais c'est ce que j'appelle l'effet papillon, j'en parle souvent. Mais vraiment, tu retires un petit truc dans ma vie et j'ai une vie totalement différente. Et c'est pareil pour vous, c'est pareil pour n'importe qui. Et c'est assez vertigineux quand il pense. Mais donc pour en revenir un petit peu plus au cœur de ta question, le fait est que il y a tout un tas de choses, comme par exemple, ne serait-ce que les hosts. J'aurais pas eu, je pense, l'expérience de host que j'ai eu aujourd'hui, parce que même le milieu des hosts a énormément évolué, a énormément changé. Il y a des choses qui étaient permises à cette époque-là qui ne le sont plus aujourd'hui. Je me serais peut-être moins fait avoir aussi entre temps. Il y a une chose aussi qu'on minimise un petit peu, mais c'est le fait que moi à l'époque où je suis venu, il y avait très peu d'informations sur le Japon. C'est-à-dire qu'il y avait des blogs, certains articles sur internet que tu pouvais lire, etc. Alors qu'aujourd'hui, vous avez YouTube, vous avez tellement de choses qui vous expliquent de A à Z des choses sur le Japon, que je pense que vous êtes beaucoup mieux armé aujourd'hui pour faire face au Japon quand vous allez venir ici que ce que moi j'ai pu l'être quand je suis venu. La vie au Japon en elle-même, je l'ai vraiment découverte sur le tas en venant ici, et il y a tout un tas de choses dont moi je vous parle souvent, dont d'autres amis vidéastes vous parlent souvent. Si je les avais su à l'époque, j'aurais certainement fait moins de conneries et je m'en serais mieux sorti, tu vois. Mais non, les choses évoluent à une vitesse tellement exponentielle que ouais, je pense que dans tous les cas, les gens qui viennent aujourd'hui au Japon, ils auront certainement pas l'expérience que moi j'ai eue, autant en bien que en mal. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a de ça 1 an ou 2 ans où j'expliquais que le Japon qu'on a connu, nous étant jeunes, c'est-à-dire que le Japon avec cette culture Harajuku, la culture cosplay, la culture manga, le visual kei, ce genre de choses, qui sont les choses qui nous ont fait aimer le Japon quand on était jeune, ça a disparu à peu près au moment où moi je suis venu au Japon. Et je pense que entre 2011 et aujourd'hui 2024, il y a le même type de changement qui a eu lieu. Le Japon aujourd'hui par rapport à quand moi je suis arrivé, il est très différent, et il est encore plus différent si tu le compares au Japon qu'on a un petit peu tous dans la tête, qui est le Japon de fin 90, début 2000 en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Je pourrais essayer de revenir un petit peu sur chaque étape, expliquer en quoi c'est différent, mais ça limite, ça pourrait être une vidéo totalement dédiée. D'ailleurs, si jamais vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, écoutez, j'essaierai d'en faire vraiment une grosse vidéo. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais donc voilà, dans tous les cas, Jean de Carouge, c'était encore une fois un petit peu fouillis, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et il serait temps que je le boive un peu ce café parce que il commence à refroidir. Ça, je trouve ça absolument génial. Il y a des petites tables comme ça. Mais vous voyez, les tables, elles sont incrustées, si vous voulez, dans le rebord sur le côté. Et donc, il y a plein de petits restaurants sur le côté. Là, il y a un restaurant sushi. Là-bas, il y a des restaurants vietnamiens, thaïlandais, etc. Et donc, vous pouvez aller commander là-bas et venir vous installer tranquillement ici. Franchement, j'adore le concept. Le petit coussin ici, tu peux venir avec ton enfant. Et puis, t'es
ouvert sur le monde en fait, t'es ouvert sur tout le reste de l'endroit. Franchement, je trouve le concept génial. 24, je pense qu'on va essayer de venir se poser ici avec Fanny et bébé pour manger. Ah, et puis ça sent bon. Écoutez, à présent il commence à faire faim, donc on va en profiter. Il y a ma chère Fanny avec moi. On était tombé sur ce restaurant qui est un restaurant un peu tacos mexicain et tout. On adore la cuisine mexicaine avec Fanny. Un de nos premiers dates on avait fait dans un resto mexicain, c'est pas celui-là du coup. Mais je pense qu'on va se mettre là, on va bouffer un petit peu et moi je continue de répondre à vos questions. Alors petite déception quand même parce qu'ils ont un menu de dingos, alors ça donne vraiment trop envie. Mais ça c'est que le soir. Et à midi du coup ils ont un petit menu, un lunch menu. Et je pense que là on arrive un peu tard, il est déjà bientôt 14h. Et du coup il reste pas grand chose. Donc bon on va prendre des tacos. Mais c'est un petit peu dommage, pas encore bien. Et donc écoutez, je vais profiter vite fait d'être dans le restaurant là pour répondre très rapidement à 3 toutes petites questions et que je trouvais suffisamment intéressantes pour avoir envie d'y répondre. La première, c'est une question qui nous vient de Arn29. Mitsu, le retour de Linkin Park, on en pense quoi? Bise à la famille. Déjà merci beaucoup. Et oui, le retour de Linkin Park. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir! Moi je suis de l'époque de Linkin Park, j'ai grandi avec Linkin Park quand j'étais jeune. J'ai écouté les premiers albums, que ce soit Hybrid Theory, que ce soit Meteora, et puis j'ai grandi par la suite avec Linkin Park. Je me suis pas forcément retrouvé sur tout ce qu'ils ont fait dans leurs derniers albums, avant malheureusement le décès de Chester. Là, voir leur retour, et avec du coup Emily Armstrong. Incroyable. Alors je sais qu'il y a eu pas mal de débats autour de ça, de gens qui disaient ouais, mais elle remplacera jamais Chester, etc. Clairement, elle est pas là pour remplacer Chester. Elle est là pour que Linkin Park puisse exister à nouveau. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut le prendre. Parce que Chester, personne ne pourra jamais le remplacer. L'époque avec Chester, c'est l'époque avec Chester. Chester n'est malheureusement plus là aujourd'hui et je pense que tout le monde chérit énormément cette époque où Chester était encore là. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, sans Chester, il y a que 2 solutions. C'est soit Linkin Park disparaît, soit Linkin Park renaît. Et c'est cette deuxième option qu'ils ont choisi apparemment en recrutant Emily Armstrong, qui est, je trouve, parfaite. Vraiment, leur live de retour, forcément c'est différent, mais je trouve quand même qu'elle colle bien avec l'identité de Linkin Park, avec leur message. Personnellement, c'est un grand oui de mon côté. Voilà. Ensuite, on a une autre question qui nous vient de Mohamed Diallo. Yo Big Meats. Écoute, je sais pas si je suis big, mais c'est Mitsu. À quand le voyage vers la Corée? Alors c'est vrai que mine de rien, depuis le début de cette chaîne, je suis jamais allé en Corée. Alors que c'est un petit peu pas un passage obligé, mais c'est un truc que souvent, c'est à 1h30 d'ici, la Corée. Souvent, les gens qui sont ici au Japon, ils finissent par faire une petite vidéo en Corée du Sud, etc. Et moi, je l'ai jamais encore fait, mais j'ai comme projet d'aller vous faire une vidéo, je vous la tease déjà, des arnaques en Corée. Vous savez, le format des vidéos arnaques, où je teste les arnaques dans chaque quartier, etc. C'est un format que j'aime beaucoup faire, et c'est surtout un format dans lequel j'ai toujours un guest avec moi, ce qui fait que tant que j'ai pas un guest avec moi pour faire la Corée, je m'autorise pas spécialement à le faire. Mais voilà, si jamais j'arrive à avoir peut-être Pape avec moi, ce serait cool. En vrai, imaginez les arnaques en Corée avec Pape-san, ce serait génial. Si tu mates la vidéo, Pape, j'attends ta réponse. La Corée, c'est un pays que, mine de rien, j'aime bien. Comme j'ai toujours dit, c'est pas forcément le pays dans lequel j'ai envie d'habiter, mais c'est un pays dans lequel j'aime bien aller. Et donc, oui, c'est fort probable qu'un de ces 4, je fasse une petite vidéo, voire même plusieurs vidéos en Corée. Ne vous inquiétez pas. Donc écoutez, ceci étant dit, je paye la note et on passe au prochain endroit. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. C'est putain de beau. Franchement, je l'avais vu que de nuit. Et du coup, si vous voulez, ils ont fait une espèce de parc qui relie les 2 bâtiments du coup du Sakura Stage. Il est assez mignon. Il y a même un petit endroit où les enfants peuvent aller patauger, etc. Là, vu comment il fait chaud, je pense que franchement, c'est très intéressant. Si ma fille elle est avec moi, je pense sincèrement que j'irai la faire jouer dedans. Il y a même un petit peu de brume, tout ça, pour voilà, quand il fait chaud comme aujourd'hui, pas mourir de chaleur. Oh, ce que je vais clairement faire. Je pense que je vais décéder avant la fin de cette vidéo. Je commence à fondre déjà. D'ailleurs, on en parle de ça ou quoi? Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le mardi 17 septembre. À quel moment il fait encore cette chaleur? La team hiver dans les commentaires, répondez-moi, vous êtes d'accord? Elle arrive quand l'automne? On n'en peut plus là. Mais enfin bon, tout ça pour dire que déjà je suis très content d'avoir ce micro là, avec cette petite bonnette. Parce que si je l'avais pas, vu le vent comment ça souffle là, je pense que vous entendriez seulement Ceci étant dit, j'arrête de vous embêter et je réponds à la suite de vos questions avec donc la première question qui nous vient de Poil-à-Poitou. Très joli, enfin j'aime bien, c'est rigolo. Poil-à-Poitou, Poil-à-Poitou, Poil-à-Poitou. Désolé, je suis désolé. Coucou Mitsu,
Redoutes-tu le jour qui va forcément vous arriver à Fanny et à toi, en tant que parent expat? Surtout Fanny, car j'ai cru comprendre que tu avais un niveau de japonais digne du natif. Je parle bien sûr du jour où la petite Pêche, à 5 ou 6 ans, parlera déjà mieux japonais que vous, alors que vous l'avez étudié pendant des années et des années. Mais écoute, c'est une question qui est vachement intéressante, je trouve. Personnellement, j'en suis conscient depuis le début. J'étais déjà conscient de ça avant même d'avoir un enfant, avant même de rencontrer Fanny. Je savais que le jour où j'aurais un enfant, forcément, il allait être japonais natif en fait. Pour Fanny, je sais pas exactement ce qu'elle en pense, mais je pense qu'on a plutôt le même avis, elle et moi. Déjà, de mon côté, comme tu l'as dit, j'ai plutôt un japonais assez avancé, suffisamment en tout cas pour n'avoir aucun problème quand je discute avec n'importe qui, de n'importe quoi. Donc voilà, j'arrive vraiment à avoir un japonais qui est suffisamment courant pour en soi ne pas spécialement que le japonais me pose de problème. Ce qui fait que, bien sûr que ma fille, en naissant ici, en allant à l'école japonaise, etc., elle aura un meilleur niveau que moi, parce que j'ai beau bien parler japonais, je suis pas natif pour autant. Mais est-ce que ça me pose un problème? Est-ce que je le redoute? Pas du tout, au contraire même. Je suis trop pressé, moi, qu'elle arrive à parler aussi bien japonais que ça, et j'ai trop envie de le voir. Là, on est à un niveau où elle a pas encore tout à fait 2 ans, elle commence déjà un petit peu à parler. Là, elle mélange un petit peu le japonais et le français. Elle a la moitié de son vocabulaire en japonais, la moitié de son vocabulaire en français. Donc c'est assez rigolo à voir d'ailleurs, de l'avoir commencé à prononcer les petits mots à droite à gauche et tout. Donc non, moi je redoute pas du tout, au contraire, je suis assez pressé qu'elle arrive au niveau où elle parlera couramment japonais, ça va être trop cool en vrai. Et pour Fanny, je pense que c'est la même chose. Surtout qu'en plus on n'a pas le problème qu'ont certains parents expats où l'enfant ne va pas parler notre langue, parce que comme Fanny et moi on est français tous les deux et qu'on parle français à la maison, la petite dans tous les cas elle parlera français sans problème. Donc elle sera vraiment bilingue. Enfin voilà, tout ça pour dire que non, encore une fois, je ne redoute pas le jour où ma fille parlera couramment japonais, je suis même plutôt pressé et j'espère, poil à poitou, j'adore toujours autant ton blaze, que j'ai pu répondre à ta question. Oh, il fait chaud, je suis en train de me décomposer. Prochaine question, c'est une question qui nous vient de Mélissa Werner qui nous dit: je me pose plein de questions sur ta neuroatypie en général, mais aussi dans un contexte où tu vis dans un pays où la culture est différente. Tu as vécu ton HPI en France et aussi au Japon. As-tu remarqué une différence? Et écoute Mélissa, pareil, c'est une question qui est vachement intéressante et c'est une question que j'aimerais encore plus développer dans une potentiellement grosse vidéo, un peu comme ce que j'ai pu faire sur la dépression au Japon, un peu comme ce que j'ai pu faire sur les séismes au Japon et ce genre de choses. Mais très rapidement, pour te parler un petit peu vraiment de comment je ressens la chose, effectivement, comme tu l'as souligné, j'en avais déjà parlé un petit peu précédemment. J'ai été, quand j'étais petit, 2 fois, à mes 3 ans et à mes 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais plus exactement la deuxième fois quand c'était, j'ai été diagnostiqué ce qu'à l'époque on appelait enfant précoce. En gros, pour faire très simple, quand j'ai été diagnostiqué, j'avais à peu près 2 ans d'avance sur le niveau scolaire de la classe dans laquelle j'étais. J'avais plein de soucis à l'école, je m'ennuyais, je vivais assez mal en fait ma vie scolaire. On m'a envoyé voir des psychologues qui m'ont donc encore une fois diagnostiqué enfant précoce. Ça amène tout un tas de choses que je clarifierai un peu plus dans une autre vidéo. Mais donc, pour revenir sur ton point qui est assez intéressant, qui est: est-ce que j'ai senti une différence au niveau de mon atypie par rapport à quand je vivais en France et maintenant que je vis au Japon? Il y a une chose que j'ai vraiment remarqué et qui est assez parlante, je pense, quand j'ai commencé à parler du fait que j'avais été diagnostiqué enfant précoce, que j'avais ce que les gens aujourd'hui appellent HPI. Je suis pas sûr du terme, donc j'ai pas vraiment envie d'utiliser le terme HPI parce que je suis pas sûr que scientifiquement parlant il soit correct. Au Japon, j'ai jamais fait face à une espèce de, pas de mépris, mais vous savez, ce jugement un peu, ce truc où on te dit ah bon, ah oui. Souvent il y a cette espèce de truc bizarre où les gens te disent ah monsieur est intelligent, tu vois, ou ce genre. C'est très bizarre comme ça, vraiment. C'est un truc dans lequel déjà je me reconnais pas spécialement. J'ai pas l'impression d'être plus intelligent ou quoi que ce soit. J'ai eu de l'avance dans mon apprentissage, j'ai eu des facilités d'apprentissage, mais je suis pas plus intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, je trouve que c'est le genre de sujet dans notre culture française, c'est très difficile d'en parler parce que souvent il va y avoir un jugement intrinsèque dès que tu vas commencer à parler de ce genre de choses et c'est très gênant, c'est très obstruant et j'évite vraiment d'en parler quand je suis en présence de Français autour de moi parce que je sais qu'au bout d'un moment ils vont s'imaginer des trucs. Alors qu'au Japon, j'ai jamais vécu ça. Soit il y a le truc classique du ça doit être trop cool en fait d'avoir des facilités dans l'apprentissage et tout. Donc t'as vraiment ce côté en mode putain c'est cool, t'as de la chance. Ou alors ça va être vraiment juste l'aspect un peu de curiosité en mode ah ouais mais du coup ça joue sur quoi dans ta vie, sur quel aspect de ta vie ça a un impact et tout. Il y a vraiment cette curiosité très gentille, pas enfantine mais vous voyez ce que je veux dire, très bienveillante. Là où j'ai l'impression parfois que quand on parle avec des personnes en France, il y a pas toujours, bien sûr tout le monde n'est pas comme ça, mais quand même il y a une tendance à ce que les gens te jugent beaucoup plus en France. Ça fait que quand t'as ce type de choses, que ce soit encore comme tu dis une neuroatypie ou que ce soit même un handicap ou que ce soit peu importe, tu vois, tu ressens beaucoup plus de pression à en parler quand t'es en France que quand t'es au Japon. Et ça vraiment ça fait un bien fou dans la vie de tous les jours de savoir que tu peux t'ouvrir aux gens, tu peux parler de ce genre de choses. Là où moi j'aimerais creuser, c'est voir la prise en charge, comment ça se passe au Japon. C'est là où j'ai encore des choses à apprendre et c'est pour ça que je peux pas t'en parler plus que ça. J'aimerais vraiment savoir comment au Japon sont pris en charge
charge les personnes ou les enfants qui sont diagnostiqués justement précoces, ce genre de trucs. Ça vraiment, il va falloir que moi je creuse un peu la question parce que ça m'intéresse énormément. Mais voilà, dans tous les cas, pour répondre à ta question, la différence que je vois entre la France et le Japon par rapport à mon cas personnel, c'est celle-ci. Et j'essaierai de creuser un petit peu le sujet pour vous en sortir une belle grosse vidéo, un de ces quatre. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Écoutez, pour la prochaine question, je me suis posé directement dans l'herbe parce qu'au final, c'est cool, c'est chill en fait d'être ici. J'espère juste que je vais pas avoir de la flotte qui va me tomber dessus parce que je sais que des fois il y a de la brume qui sort. Mais du coup, je me suis posé là pour répondre à la prochaine question et la dernière question YouTube pour aujourd'hui. Et c'est une question qu'on m'a énormément posée depuis plusieurs mois maintenant. C'est une question que j'ai un petit peu évitée parce que j'avais pas spécialement envie d'en parler. Mais en même temps, je me dis que vous méritez aussi que je vous explique un petit peu. C'est une question qui nous vient de Brice F. Est-ce que tu reviendras animer des lives sur la chaîne Ici Japon? Bonne continuation. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui suivent Ici Japon, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivent Ici Japon, vous savez que depuis la création de Ici Japon, d'ailleurs Ici Japon et ma chaîne à moi, la chaîne Mitsu que vous regardez actuellement, elles ont été créées plus ou moins en même temps, hein, c'était début 2021. Et comme moi à cette époque-là, j'habitais dans une des maisons de dev à côté en fait de l'entreprise Ici Japon, ça fait que je passais assez souvent voir Ici Japon, c'est même là que j'ai rencontré Fanny. Vous connaissez je pense cette partie là, vous m'avez vu beaucoup à Ici Japon, tout ça. Par la suite, quand on a développé la chaîne Twitch de Ici Japon, j'ai commencé à participer un petit peu au live. On avait un hebdomadaire qui était la matinale du soir, comme on l'appelait, qui est donc un talk show qu'on faisait tous les mercredis directement dans le studio de Ici Japon. Et donc moi, pendant un peu plus de 2 ans, je pense, je venais en tant que guest pour faire des petites chroniques, etc. dans cette émission. Et le fait est que là, ça fait plusieurs mois maintenant que vous ne me voyez plus dans l'émission. Et comme forcément, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui se demandent qu'est-ce qui se passe, tout ça, je me devais un petit peu de vous répondre. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette question aujourd'hui. Alors, une des premières raisons qui fait que vous me voyez beaucoup moins, voire pas du tout sur la chaîne Ici Japon, et même sur les matinales du soir et les live Twitch de manière générale, c'est tout simplement déjà qu'on a déménagé dans le quartier de Setagaya, qui est donc à l'opposé total de là où il y a Ici Japon, hein. C'est-à-dire que juste pour aller à Ici Japon, je mets à peu près 1h30 en train, ce qui fait que c'est devenu beaucoup plus difficile pour moi de voir l'équipe Ici Japon de manière assez régulière. Surtout qu'en plus, faut dire les choses, Katsushika c'est quand même un petit peu perdu, c'est un petit peu la campagne, tu vois, c'est le nord-est de Tokyo. À part si j'ai un truc à faire là-bas, il y a rien qui fait que je vais passer par là-bas. C'est pas comme s'ils étaient localisés près de Shibuya ou quoi, ou en allant faire un travail, je pouvais passer à côté de chez eux. Là vraiment, à part pour aller faire un truc à Ici Japon, j'ai aucun moment dans ma vie de tous les jours où je passe par Ici Japon. Donc tout ça, ça fait, je pense que vous le comprenez, que d'un point de vue purement pratique, c'est devenu compliqué pour moi de faire des choses avec Ici Japon Corp, là où avant j'étais littéralement à côté et je pouvais passer une tête dans les vlogs, je pouvais participer à plein de projets ensemble et tout ça c'est déjà devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. Mais j'ai quand même pendant presque 1 an après mon déménagement continué à venir le mercredi pour faire la matinale du soir sur Twitch, ou même participer à certains lives comme qu'on avait fait le crowdfunding pour Odyssey, etc. Vous avez vu ma petite tête passer, tout ça. Puis il y a de ça quelques mois, j'ai disparu de la chaîne. Et le fait est que il y a une raison en plus à ça. Ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, et je pense comprendre pourquoi, je suis pas là pour me plaindre, je préfère désamorcer la chose, voilà, tac tac, je désamorce tout de suite. Mon but c'est pas de me plaindre, je pense qu'il y a une raison assez logique à ça, même si je la cautionne pas, mais je pense comprendre le pourquoi du comment. Le fait est que j'ai commencé à avoir pas mal de haters sur la chaîne de Ici Japon Corp. Chaque fois que je faisais des lives, à chaque fois que les lives étaient rediffusés sur YouTube, j'avais une vague de gens qui allaient mettre des commentaires pour m'insulter, pour me faire dire des choses que je n'ai pas dites, mais des choses assez vénères, hein. Quand je dis des choses assez vénères, c'est que les gens ils inventaient soit des propos que je n'avais pas dit, soit ils allaient prendre un truc que j'avais dit, le déformer en disant mais regardez Mitsu c'est sûr il aime pas les autres. Les gens vraiment ils m'ont inventé un personnage toxique, autant sur les lives, pendant les lives, que dans les commentaires des vidéos YouTube. Et au début forcément ça arrive, même moi sur ma propre chaîne ça arrive que j'ai des commentaires comme ça, et du coup je fais genre je ne les vois pas, je passe à côté, et puis voilà, c'est pas grave, surtout que je sais que c'est une extrême minorité ces gens là. Mais le fait est que ça a continué à un point où ça a commencé à devenir lourd. Et surtout c'est arrivé à un moment où j'étais assez fragile mentalement. Il y a un moment où juste j'en pouvais plus en fait. Vraiment j'y arrivais plus. Il y a un moment où je me suis pris une vague de commentaires de haters sur la chaîne replay de Ici Japon Corp. On en a été jusqu'à devoir bannir le mot Mitsu, Mitsugi, etc. parce que il y avait des dizaines et des dizaines de messages qui m'insultaient sous les vidéo replay de Ici Japon Corp en fait. Autant quand on a un, tu supprimes et tu passes à autre chose. Autant quand tu commences à en avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines, ça commence à devenir assez pesant, assez dur en fait à
à tanker. Ce qui fait que j'en ai discuté avec Tev. Je lui ai dit que j'essayais au maximum de pas trop y penser, mais que ça jouait quand même beaucoup sur mon moral et tout. Et donc Tev, il m'a dit gentiment, il m'a dit écoute, te force pas, si tu sens que ça pèse trop sur toi, prends une pause, reviens quand tu te sens mieux et quand tu penses que ça ira mieux, tu vois. Mais c'était le premier gêné, Tev, de voir ce qui se passait. Mais du coup voilà, tout ça fait que depuis ce moment-là, j'ai un petit peu pris ma pause de Ici Japon Corp. J'y suis pas encore retourné pour l'instant. Il y a aussi autre chose qui joue un tout petit peu, c'est le fait qu'aujourd'hui l'équipe a beaucoup changé. C'est un peu l'explication que je vous disais tout à l'heure, le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui se demandent qu'est-ce que je fous sur Ici Japon Corp, parce que pour eux Ici Japon Corp aujourd'hui, surtout les nouveaux, c'est Tev et c'est toute l'équipe qui fait les vidéos Ici Japon Corp tous les jours en fait. Pour beaucoup de gens, moi je fais pas partie de ça en fait. Même si historiquement j'étais là sur les premières vidéos, j'étais là à la création du truc et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour qui j'ai rien à voir avec Ici Japon Corp. Et du coup, me voir sur des lives Ici Japon Corp ou dans des vidéos Ici Japon Corp, il y a des gens, ça les saoule. Parce que eux, ce qu'ils ont envie de suivre, c'est l'équipe Ici Japon qui travaille à Ici Japon. Et c'est pas le mec, on sait pas d'où il sort, tu vois. Je pense que ça vient de là. Vraiment, c'est l'explication que moi j'ai en tout cas. Peut-être je me trompe, je sais pas, mais pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique. C'est pour ça que je comprends, mine de rien, le fait que oui, tu suis une équipe, t'as pas forcément envie de suivre quelqu'un d'autre quand tu regardes telle ou telle chaîne. À la limite, ça n'explique pas les insultes, ça n'explique pas la manière dont les gens disent ce genre de choses, tu vois. Tu peux le dire de manière plus gentille, plus posée, sans forcément insulter ou essayer de prêter des propos à des gens qui n'ont jamais tenu, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça que moi je vois la chose. Par contre, je ne m'interdis pas de repasser une tête de temps en temps, potentiellement, pour soit revenir faire une chronique, soit revenir participer à un événement, comme quand il y avait eu le crowdfunding, j'étais passé, j'avais même offert ma guitare, ce genre de truc, parce que moi ça me fait plaisir, parce que j'adore Tev. Il y a des gens qui m'ont demandé si j'étais en froid avec Tev, parce que vous me voyez plus avec, pas du tout. J'adore Tev, c'est quelqu'un de purement gentil et vraiment je l'adore de tout mon cœur. Mais c'est juste que voilà, encore une fois, il s'est passé toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai été obligé un petit peu, autant pour moi que même pour la chaîne, de m'éloigner en fait un petit peu d'Ici Japon Corp. Ça n'empêche que je reviendrai quand je jugerai intéressant de revenir. Et voilà. La vie est belle, vous en faites pas. Ceci étant dit, écoute Brice, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Écoutez, je viens de découvrir cet endroit absolument génial. C'est un endroit qui s'appelle le Share Lounge. Pareil, c'est à l'intérieur du Sakura Stage. Et là, vraiment, c'est un endroit qui est fait pour venir travailler, pour venir étudier, pour venir faire des réunions, etc. C'est pas gratuit, c'est 1600 yens par heure, donc c'est à peu près 10 € de l'heure. Mais par contre, pour 10 €, déjà, vous avez un endroit absolument magnifique, avec plein de livres, avec une vue sur Shibuya de Mabulito. Vraiment, c'est magnifique. Et surtout, vous avez un espace boisson, un espace bonbons, viennoiserie, tout ce que vous voulez, qui est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il y a même là-bas une espèce de petit endroit comme un combini si vous voulez, avec plein de boissons et tout à l'intérieur. C'est en libre service, 10 € de l'heure, tu peux boire autant que tu veux, tu peux manger autant que tu veux. T'as même un service, si jamais tu veux te boire une petite bière ou quoi avec tes collègues, tu peux. Enfin vraiment, cet endroit est absolument génial. Donc écoutez, ceci étant dit, il nous reste encore quelques petites questions auxquelles j'aimerais répondre, qui sont donc, vous connaissez le format, les questions Instagram. Et juste avant d'y répondre aux questions Instagram, j'aimerais d'ailleurs préciser une chose, c'est que dernièrement ils ont ajouté une fonctionnalité dans le canal Instagram qui vous permet directement de me répondre, et donc on a une espèce de petite boîte à DM entre vous et moi où on peut parler directement dans Instagram, et c'est donc là d'ailleurs que j'ai récupéré la plupart de vos questions pour ce Dinomitsu. Donc voilà, si jamais c'est toujours pas fait, je vous invite vraiment sincèrement à me rejoindre sur Instagram, parce que maintenant qu'il y a cette fonction là, c'est vraiment cool, genre je peux vraiment vous envoyer des messages, vous pouvez me répondre directement. Rejoignez-moi sur le canal, on est déjà 7000, ce serait cool de dépasser la barre des 10 000, voilà. 10 000 personnes à se prendre le petit café des familles, à s'envoyer des petits DM, c'est absolument génial. Donc voilà, n'hésitez pas sur Instagram, je vous attends. Et donc écoutez, ceci étant dit, première question Instagram pour aujourd'hui, c'est une question qui nous vient de Adeline MDX. Coucou Mitsu, est-ce qu'une nouvelle chanson est en préparation? Et si oui, est-ce qu'un petit spoiler est possible? Bisous à toi et ta petite famille. Effectivement, je l'avais un tout petit peu annoncé, un tout petit peu teasé, mais je suis en ce moment même en train de travailler sur des nouvelles musiques. Voilà, je me remets officiellement à la musique.
Le pourquoi du comment, c'est que la personne avec qui je travaille, qui est accessoirement mon meilleur ami depuis bientôt 11 ans, vient de revenir au Japon. Donc c'est Yohio, il y a peut-être des gens parmi vous qui le connaissent. Yohio, c'est le premier et même le seul artiste visual kei non japonais qui a fait carrière au Japon et qui a percé au Japon. Lui, il est suédois de base. On a un petit peu discuté tous les deux de qu'est-ce que je voulais faire pour la suite de ma carrière musicale qui était en stand-by depuis plus de 3 ans maintenant. Et donc là, on a décidé de se remettre au fourneau, de retravailler sur des petites musiques, tout ça. Et petite surprise, je vous dis pas encore avec qui, mais on est en train de travailler en ce moment sur un featuring avec un groupe que vous connaissez certainement. Et donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Forcément, pour l'instant, je peux rien vous partager, mais ça ne saurait tarder. Franchement, je suis super content parce que depuis que j'ai lancé ma chaîne, j'ai jamais réussi à retrouver le rythme pour faire de la musique, tout ça. Et là, le fait que mon meilleur ami soit revenu au Japon et comme on travaille toujours à deux quand on fait de la musique, bah là vraiment c'est le meilleur moment pour le faire. Donc je suis assez content, assez pressé de pouvoir vous partager à nouveau ma musique, un petit peu mon art, si je ne puis dire. Et voilà, dans tous les cas, dès que je peux vous partager un petit extrait, un petit spoiler, un petit truc, vous savez que je le ferai. Je le ferai potentiellement sur le canal Instagram, donc encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est là-bas que vous avez toutes les exclus. Mais donc voilà, dans tous les cas, Adeline, la musique, oui, ça revient très très bientôt et j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, très rapidement, une question qui nous vient de Olivier51 qui nous dit bonjour Mitsu et la petite famille. Que devient ton projet de permis de conduire? Encore un grand merci pour tes contenus. Écoute, déjà merci beaucoup Olivier. Et oui, le permis de conduire, alors c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai teasé, longtemps que je le dis et je ne l'ai toujours pas fait, mais je suis en train de bosser dessus actuellement. Là, je suis en train d'apprendre mon code tout doucement. J'ai acheté un bouquin d'apprentissage, donc je l'apprends de mon côté tout seul en autodidacte pour maximiser mes chances d'avoir mon permis rapidement quand je vais me décider à le passer. À savoir que mon but c'est de le passer dans une école de conduite rapide qui existe un petit peu des espèces de camps d'apprentissage de conduite où vous y allez pendant 2 semaines, vous êtes logé, nourri, blanchi et vous ressortez des 2 semaines en ayant appris et le code et la conduite avec le permis dans la poche. Si je peux éviter de passer 3, 4, 5, 6 mois dessus, c'est mieux. J'ai pas encore décidé de la date, mais je vais essayer de le faire comment on dit, incessamment sous peu. Non, incessamment sous peu. C'est comme ça qu'on dit. Oh, j'ai un trou. Incessamment sous peu, je crois que c'est ça qu'on dit. J'essaie de le faire incessamment sous peu. Voilà, c'est toujours d'actualité. Je vais passer ce fucking permis de conduire. Ensuite, rapidement, prochaine question, une question de Sky Chris qui nous dit c'est quoi ton Pokémon préféré? Ectoplasma. En même temps, ceux qui répondent autre chose que Ectoplasma, vous n'avez juste pas de goût. Voilà, donc Ectoplasma. Prochaine question, Jonares Draw qui nous dit qu'en est-il de l'évolution du mode de paiement à Tokyo? Est-ce que l'utilisation de la carte de crédit s'est-elle démocratisée? Eh bien écoute, oui, totalement. J'en parlais d'ailleurs un petit peu tout à l'heure avec Fanny, l'époque à laquelle les gens sur internet vous disaient oh là là, il faut absolument que vous tiriez de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent dans votre poche, vous allez galérer au Japon, tout se paye avec du... C'est faux. C'est faux maintenant. Ça a beaucoup évolué depuis. Il y a de moins en moins d'endroits où vous devez payer en liquide en fait. Alors attention, ça existe toujours. Souvent ça va être des petits cafés, ça va être des petits restaurants, souvent des endroits un petit peu vieux, qui sont là depuis longtemps, qui sont tenus par des petits vieux, qui n'ont pas forcément envie d'évoluer parce que ça fonctionne très bien comme ça. Ça existe encore, hein. Mais de manière générale, la plupart des endroits où vous allez maintenant, vous pouvez payer en carte bleue, vous pouvez payer en sans contact. Donc si vous avez une carte de style Néobank, N26, Revolut, Débloc, voilà ce genre de carte, ce qui est bien c'est que vous pouvez payer directement avec sans forcément convertir votre argent. Vous avez aucun frais et vous payez voilà avec le téléphone en sans contact ou avec la montre. C'est absolument génial. Il y a même des endroits maintenant où ils ne prennent plus de cash. Donc c'est encore le step au-dessus, hein, c'est que non seulement tu peux payer avec la carte, mais tu ne payes qu'avec la carte. Ou avec genre Suica et ce genre de trucs, tu vois. En tout cas dans les grosses villes, voilà. Faut quand même dire qu'à la campagne, ça prend plus son temps. Donc si jamais vous venez au Japon et que vous savez que vous allez aller dans la campagne, prévoyez quand même de l'argent, parce que voilà, il y a quand même des endroits où vous allez avoir besoin d'argent liquide. Mais dans les grosses villes, la carte bleue est de plus en plus utilisée. Il était temps. Et voilà, c'est cool. C'est une bonne avancée. On est content. Oh là là, je deviens vraiment fan de cet endroit. En plus, il y a des comics et tout. Oh là 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 là, c'est génial. Allez, il nous reste encore 2 petites questions. La prochaine, c'est une question qui nous vient de Lady Gaby. Bonjour Mitsu, j'ai vu que tu as commencé à lire One Piece. Qui est ton membre d'équipage et ton arc préféré jusqu'à présent? Merci également pour tes vidéos. Tu m'as inspiré à prendre des cours de japonais. Merci, merci. Et écoute déjà, Lady Gaby, merci à toi. Ça me fait trop plaisir ton message. Je suis très content de savoir que tu as pris des cours de japonais. Je te souhaite bon courage. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions liées à l'apprentissage du japonais aussi. Dans les prochains Dinomitsu, je peux vous aider aussi pour l'apprentissage du japonais. Mais donc pour répondre à ta question, effectivement j'ai commencé One Piece. Alors j'ai commencé One Piece il y a un moment déjà. J'ai commencé One Piece juste après la sortie de la série Netflix. Petite centaine de chapitres. Est-ce que j'avais lu 100 chapitres? À peu près 100 chapitres. Je m'y suis remis là récemment et là j'en suis juste après l'arc Skypiea, au moment où il y a Foxy
qui débarque. Franchement, cet arc-là, il a l'air chiant pour le coup. Donc je suis encore assez loin, j'ai encore 2 gros tiers à rattraper. Mais je suis content d'avoir réussi à lire un tiers déjà. Et du coup, pour le moment, comme j'ai pas eu énormément d'arcs non plus, je pense que mon arc préféré, bah c'est peut-être Skypiea. Mais après, c'est parce que c'est le dernier que j'ai lu aussi. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient pas forcément aimé. Louis m'a dit par exemple que lui, il trouvait que ça tirait un peu en longueur et tout. Moi, perso, j'ai bien aimé. J'ai trouvé les personnages vraiment sympas. Et pour revenir sur mon personnage préféré, au début, c'était Chopper. Et là, de plus en plus, c'est Robin. Je trouve que Robin, elle a une classe. Et vraiment, et je sais en plus que je ne sais rien d'elle encore. Je sais qu'il y a encore plein de dingues, à mon avis, qui m'attendent. Je vais découvrir certainement énormément de choses sur les personnages et sur... Mais pour l'instant, ouais. Je pense que si je devais faire un choix d'un personnage, pour l'instant, c'est Robin. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Je me rends compte que j'ai pas encore mangé mon petit croissant là. On va manger ça. Ouais bon, c'est pas vraiment un croissant, hein, c'est une tentative. Et donc tout ceci nous amène à la dernière question de cette 20e édition déjà de Dinomitsu. C'est une question qui nous vient de Linoa Léonard. Hello Mitsu, une question qui me taraude depuis le tout début. Tu dis toujours « notre petite chaîne », alors que tu es seul aux manettes et qu'elle a dû rester petite très peu de temps. Je suis ta chaîne depuis le tout début et je regarde toutes tes vidéos et ce petit détail m'a toujours intrigué. Merci d'avance pour ta réponse. Mais écoute Linoa, j'ai trouvé ta question vraiment mignonne et j'y avais jamais spécialement réfléchi jusque maintenant. Mais pour faire simple, quand je dis notre petite chaîne, c'est parce que c'est notre chaîne à vous et à moi en fait. C'est que je suis pas tout seul sur cette chaîne. Je vous ai vous, parce que si vous étiez pas là, la chaîne n'existerait pas. Donc quand je dis notre petite chaîne, c'est simple, c'est la chaîne de la commu. Alors oui, je suis tout seul à travailler dessus, je suis tout seul à écrire les vidéos, à les monter, non, parce que j'ai Dorian qui m'aide quand même sur des vidéos. Il y a encore pas mal de vidéos que je monte tout seul, comme cette vidéo là par exemple, je la monte moi-même. Et quand je dis petite chaîne, c'est tout simplement parce que, à mon humble avis, je trouve que j'ai pas encore une chaîne énorme, je veux dire. Si je me compare à, ne serait-ce que d'autres youtubeurs du milieu, si je compare à Tev, à Louis, à Ichiban Japan, je suis encore tout petit en fait. Je suis encore minuscule et j'en suis conscient en fait. Je vais pas me brosser en disant ouais j'ai une chaîne YouTube de malade, non pas du tout. Alors oui, j'ai la chance d'avoir une chaîne qui fonctionne. Une chaîne qui me permet suffisamment d'en vivre pour pouvoir l'alimenter de manière régulière. Oui, j'ai cette chance parce que c'est pas une chance qui est donnée à tout le monde, mais il n'empêche que je suis pas une grosse chaîne pour autant, je reste une petite chaîne mine de rien. Je suis juste conscient de ma taille, mon espace, de mon travail. C'est une chaîne que j'aime, c'est une chaîne dans laquelle je me donne corps et âme, c'est une chaîne que je partage avec bientôt 200 000 personnes dont vous, mais ça reste une petite chaîne pour autant. Et voilà, tout simplement. Il faut pas aller chercher plus loin que ça, vraiment, c'est la seule explication, c'est ça. Je sais pas si tu t'étais imaginé des trucs de malade ou quoi. Encore une fois, c'est notre petite chaîne à vous et à moi. Je vous remercie encore une fois d'être là, de me suivre depuis 3 ans et demi déjà. Merci de me poser des questions pour chaque Dinomitsu. Merci de suivre chacune de mes aventures, tout ça. Et j'espère que ça va continuer. J'espère qu'on pourra continuer de partager tout ça ensemble le plus longtemps possible. Je sais pas jusqu'à quand je ferai cette chaîne YouTube. J'ai essayé de le faire le plus longtemps parce que j'aime vous partager des trucs tout simplement. Mais donc voilà, Linoa, écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Et écoutez, c'est ici que se termine donc cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, je suis tellement content de voir que ce format de vidéo fonctionne toujours autant, même 20 épisodes après. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. J'attends vraiment avec grande impatience tous vos commentaires. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions pour le prochain Dinomitsu qui arrivera je ne sais pas quand. J'en ferai peut-être un autre avant la fin d'année, je pense. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram, le petit canal. Je pense sincèrement que c'est vraiment un bon endroit pour échanger un peu plus, vous et moi. Et certainement des petites exclus, des petits trucs que je partagerai uniquement sur le canal. Donc voilà, si vous voulez avoir toutes les petites infos en avant-première, tout ça, vraiment, rejoignez-nous, c'est très très sympa là-bas. Et puis bien entendu, je vous inviterai aussi à vous abonner à la nouvelle chaîne, la chaîne Michan, qui encore une fois une chaîne où je vais pouvoir faire des petites vidéos ou des grosses vidéos. C'est juste que je vais pouvoir un petit peu plus me sentir libre de vous partager tout un tas de choses que je pourrais potentiellement pas partager sur cette chaîne-ci. Donc rejoignez-moi, vraiment, ça me ferait super plaisir. Encore une fois, la prochaine vidéo arrive très bientôt. Ceci étant dit, écoutez, comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, et puis on se retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles aventures sur cette chaîne et sur l'autre. Je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu. Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop.